Après un premier comparatif des systèmes hybrides chez les petits SUV, Caradisiac a décidé de comparer les systèmes d'électrification chez les modèles compacts ou à vocation familiale. L'objectif est le même, distinguer les modèles les plus sobres et les plus agréables à conduire, et cela sur deux boucles d'essai, l'une en ville et l'autre sur route. Cette fois, pas de micro-hybridation 48 volts, uniquement des électrifications intégrales, et elles foisonnent dans la catégorie puisque nous avons réuni pas moins de 8 modèles sans forcer. Par ordre alphabétique, on a donc Dacia Bigster, Ford Kuga, Honda ZR-V, Hyundai Tucson, MG EHS, Nissan Qashqai, Renault Austral, Toyota RAV4. Avant d'en prendre le volant, passage en revue des forces en présence qui emploient des technologies bien différentes. Lancé début 2025, le Bigster a inauguré la dernière mécanique hybride du groupe Renault, constituée d'un 4 cylindres 1,8 litre à cycle Atkinson 209 chevaux et d'un électromoteur de 49 chevaux, tous deux transmettant jusqu'à 155 chevaux via une boîte auto Acrabo, comptant 4 vitesses côté thermique et 2 côtés électriques. Un ensemble qui présente les émissions de CO2 les plus faibles avec seulement 103 grammes par kilomètre. Comme le Toyota RAV4, le Kuga utilise un 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique classique Atkinson, fort de 152 chevaux et secondé par un moteur électrique de 125 chevaux. L'ensemble transmet jusqu'à 180 chevaux aux roues avant via un train épicycloïdal constitué d'un savant système d'engrenage qui promet une utilisation optimale des flux d'énergie. Mieux encore, le Ford est le seul à pouvoir fonctionner à l'éthanol E85, toujours 2 fois moins cher que le sans-plomb jusqu'à nouvel ordre, de quoi réduire encore le budget carburant et le malus au CO2 à 125 €. De son côté, le ZR-V mobilise un 4 cylindres 2 litres atmosphérique 143 chevaux à cycle Atkinson qui sert majoritairement de générateur pour le système électrique et n'entraîne les roues qu'à haute vitesse via un pignon fixe. La puissance maxi de 184 chevaux qui correspond à celle du moteur électrique promet de bonnes performances, mais le malus minimum atteint 540 €. Sortant les muscles avec une puissance cumulé de 215 chevaux, le Tucson fait appel à un 4 cylindres 1,6 litre turbo essence développant à lui seul 160 chevaux et à un moteur électrique de 64 chevaux, la transmission étant assurée par une boîte auto 6 rapports à convertisseur de couple. Sans être exemplaire, les émissions de CO2 réduites limitent le malus à 330 €. Plus puissant encore que le Hyundai avec 224 chevaux cumulés mais quasi aussi bon marché que le Dacia, le MG EHS Plus mobilise un 4 cylindres 1,5 litre turbo de 143 chevaux qui sert essentiellement de générateur pour le moteur électrique de 198 chevaux. En fait, il n'y a que lors des fortes sollicitations ou sur autoroute que le bloc thermique peut entraîner les roues avant via une boîte auto à 2 rapports tout en rechargeant la batterie. Les malus n'ont rien de scandaleux avec 330 € minimum. Revue récemment, la mécanique du Qashqai e-Power utilise un 3 cylindres 1,5 litre turbo à cycle Miller qui n'est pas connecté aux roues puisque chargé uniquement d'alimenter la batterie et son homologue électrique fort de 205 chevaux en mode sport. Un fonctionnement qui garantit des rejets de CO2 au ras des pâquerettes et l'absence de toute taxe. Restylé récemment, le Renault Austral mobilise un 3 cylindres 1 litre de turbo essence de 130 chevaux et un moteur électrique portant la puissance cumulée à 200 chevaux, transmis aux roues avant par une boîte auto Acrabo comparable à celle du Bigster avec 4 vitesses côté thermique et 2 côtés électriques. Un trio qui émet peu de CO2 et évite tout malus. Enfin, le RAV4 reçoit comme le Kuga un 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique à cycle Atkinson mais plus puissant puisque développant 178 chevaux. Ainsi, la puissance cumulée avec celle du moteur électrique de 120 chevaux atteint 218 chevaux. Côté transmission, on retrouve le fameux train épicycloïdal cher à Toyota et Ford qui promet une utilisation optimale des flux d'énergie. Par contre, pas de fonctionnement à l'éthanol en sortie d'usine contrairement au Kuga. De fait, le Toyota écope d'un petit malus de 330 €. Alors, première épreuve à disputer pour nos belligérants, celle de la ville. Nous avons tracé une boucle de plusieurs dizaines de kilomètres en milieu urbain, avec des passages dans des lieux résidentiels limités à 50 km/h et des passages ponctués par des feux tricolores, donc un petit peu plus saccadés. Nous sommes partis avec 4 premières voitures, Julien avec le Bigster, Olivier avec le Kuga, Alexandre avec le Tucson et moi-même avec le ZR-V. Ça y est, notre boucle en ville arrive à son terme. On a eu beaucoup de bouchons, de quoi vraiment mettre à l'épreuve nos systèmes hybrides. Je vais tout de suite appeler mes petits collègues pour savoir ce qu'ils pensent de leur véhicule. On va commencer avec Julien et son Dacia Bigster.
Ouais, Alan. Mon cher Julien, comment ça va avec ton Bigster? Comment se passe ton petit trajet? Écoute, ça se passe très bien. Alors forcément, il y a des points positifs et négatifs. Positif, c'est que c'est très doux. Même la transmission, elle est plutôt douce. Après, j'ai pas mal de... C'est majoritairement en électrique, donc ça c'est une bonne chose aussi. En revanche, les points négatifs, c'est que lorsque le moteur thermique se met en route, ça bourdonne pas mal, c'est assez sonore. Donc ça, je trouve ça quand même assez dommage. Et en plus, lorsqu'il sert de générateur, on l'entend assez bien. Et après, lorsqu'il entraîne les roues, on l'entend aussi parce qu'il reste en première jusqu'à 50 km/h. Quasiment. Très bien. Eh ben écoute, merci Julien pour ce premier point de vue. Je vais de ce pas appeler nos autres collègues. Merci Julien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Du coup, je vais appeler Olivier pour savoir ce qu'il pense de son Kuga. Ouais Alan. Mon cher Olivier, qu'est-ce que tu penses de ton Kuga? Bah écoute, c'est pas mal du tout hein, en ville. Alors c'est une techno connue maintenant, parce que c'est une techno d'origine Toyota. Et au final, en termes d'agrément, en ville, on est plutôt pas mal. Alors c'est assez doux, le moteur des fois se met en route, on l'entend, mais c'est pas non plus une catastrophe. Tu vois, ça reste relativement tranquille. Faut dire que c'est une boîte CVT, donc c'est une boîte qui aime bien la ville, puisqu'on c'est pas un endroit où on la martyrise trop. Pas d'à-coup de transmission, justement, tu parlais de CVT, c'est plus précisément un train épicycloïdal. C'est doux à l'usage et le moteur pas trop bruyant du coup. Non, voilà, tant que tu as la batterie, j'ai toujours eu de la batterie là sur notre parcours d'essai. Pour l'instant, ça reste relativement fluide en termes d'utilisation. Eh ben écoute, super, je vais appeler de ce pas Alexandre pour savoir ce qu'il pense de sa voiture. Merci Olivier, à tout à l'heure. De rien. Oui, allô? Mon cher Alexandre, qu'est-ce que tu penses de ton Hyundai Tucson du coup? Je suis assez mitigé. Alors d'une part, à conduire, c'est assez agréable dans l'ensemble, avec pas mal de phases en électrique, pas trop d'à-coups et une bonne gestion de la transmission. Ça, c'est l'avantage de la boîte automatique à convertisseur. Et puis un niveau sonore qui est assez maîtrisé. Par contre, je suis assez déçu sur la consommation relevée. Je suis à 7,5 litres, donc c'est très décevant sur le même parcours que vous. Ouais, parce qu'en fait on a eu beaucoup de bouchons et tu as peut-être beaucoup vidé et beaucoup tapé dans ta batterie, ce qui fait que le moteur thermique s'est mis en route. Il était souvent en route du coup ton moteur thermique dans les bouchons ou... Ouais, surtout au décollage. Ce qui est bizarre, c'est que je sais pas, en fonction de la pression à la pédale, tu vois, normalement on favorise l'électrique, mais là c'est vrai que le thermique se met en route vraiment tout de suite. Alors il y a deux modes, éco et sport. Moi je suis resté en éco. Alors je sais pas si les batteries étaient chargées à moitié. Là j'ai la batterie sous les yeux et du coup je vois après sur la courbe du graphique que j'ai quand même utilisé beaucoup de phases électriques supérieures au thermique, mais qu'au final ça se ressent pas sur la conso moyenne. C'est ça qui est étonnant. De son côté, le ZR-V fait preuve d'une douceur à l'usage exemplaire, déjà parce que les phases en tout électrique sont nombreuses, y compris quand on s'élance énergiquement, mais également parce qu'en mode hybride, le moteur thermique sert uniquement à alimenter son homologue électrique dans ces circonstances, gage d'une conduite zen et ultra fluide, sans heurts ni à-coups, même si le 4 cylindres peut parfois se faire entendre. Alors ça y est, c'est reparti pour la deuxième boucle ville avec les 4 autres véhicules. Julien est à bord du MG, Alexandre est à bord de l'Austral et Olivier à bord du Toyota RAV4. Ça y est, on arrive au bout de la première boucle ville avec notre deuxième groupe de voitures. Je vais tout de suite appeler mes collègues pour savoir ce qu'ils pensent de leur véhicule. Et on va commencer avec Julien qui est à bord du MG. Allô, Alan? Qu'est-ce que tu penses de ton MG en ville alors? Est-ce qu'il est aussi bien que celui que tu avais avant? Eh ben écoute, je découvre, parce que je connaissais pas cette voiture-là. Franchement, je suis très agréablement surpris. C'est hyper doux. Il y a énormément de phases en électrique. Et même quand le moteur thermique se met en route, c'est très discret, peu de vibrations, peu de niveau sonore. Franchement, en ville, c'est vraiment bien quoi. Eh ben écoute, c'est super, j'ai pas besoin d'avantage, je vais appeler tout de suite Alex pour savoir ce qu'il pense de son Renault. Merci à Julien, à tout à l'heure. Ouais, attends. Oui, allô? Mon cher Alex, comment il est ton Austral en ville? Eh ben écoute, il est plutôt agréable à conduire. La publicité annoncée par Renault est vraiment assez respectée, 80% du temps en électrique. Donc du coup, c'est vraiment le moteur électrique qui entraîne les roues. Du coup, on a un bon silence de fonctionnement. Mais, parce qu'il y a un mais, quand le moteur thermique se met en route, on sent que c'est uniquement pour charger la batterie.
Donc c'est comme une sorte de prolongateur d'autonomie. Et quand on a besoin d'un peu plus de couple, un peu plus de puissance, il se met en branle pour justement animer les roues. Voilà. D'accord. Et en termes de transmission, est-ce que tu as des à-coups? C'est très doux ou... Et franchement, les changements de rapport, ils sont indolores. On a l'impression d'être au volant d'une électrique. Vraiment la majorité du temps, et c'est ça qui est agréable. Le seul bémol, voilà, je te dis, c'est vraiment le moteur thermique qui monte en régime pour charger la batterie. D'ailleurs, on a un signal du système multimédia qui t'indique que le moteur est en train de recharger la batterie. Ok, ça marche Alexandre. Je t'embête pas plus longtemps, je vais appeler de ce pas Olivier. Ok, merci. Heureusement que le Bluetooth fonctionne bien. Oui, Alan. Mon cher Olivier, comment se passe ton trajet urbain avec ton Toyota RAV4? J'imagine que c'est à peu près similaire au Ford Kuga. Bah, ce que j'allais te dire, hein, pas de surprise, hein, mécanique quasi à 99,9% similaire. Bah, tu as les impressions de conduite qui sont pareilles. Hein. Faut savoir, c'est plutôt bien en ville. Hein. J'ai quand même l'impression que ce RAV4, il est un peu moins bien sonorisé quand même que le Ford. Hein, puisque quand même, quand le moteur se met en route, on l'entend un peu plus. Donc ça, c'est ma première impression. Et ce qui fait que j'ai un peu l'impression que le moteur se déclenche un peu plus régulièrement qu'à bord du Ford. Alors, une mise en route du moteur thermique qui est relativement, on va dire, discrète. On le sent, mais c'est pas non plus rédhibitoire comme constat. Mais toutefois, il est un peu plus présent peut-être que sur le Ford. À l'image du Honda, le Qashqai se montre exemplaire de douceur. Lui aussi fonctionne majoritairement moteur thermique coupé en milieu urbain et quand ce dernier se met en route, il le fait avec une extrême discrétion, son objectif étant uniquement d'alimenter en énergie son homologue zéro émission. Aucun passage de rapport donc ni à coup, le Nissan évolue de manière aussi docile qu'une voiture électrique, à ceci près que son 3 cylindres peut se faire entendre au démarrage à l'arrêt ou à très basse vitesse, mais sans jamais hausser la voix. Après cette première boucle en ville, il est temps de relever les coûts d'utilisation. Si le Kuga consomme plus d'éthanol que ses rivaux du samplon, il l'emporte à ce chapitre en réclamant moins de 6 € au 100 km. Du côté des buveurs de pétrole, c'est le Bigster qui s'en sort le mieux avec 4 litres de au 100 km, suivi par le MG et ses 4 litres 5, le Honda avec 4 litres 6 au 100 km et le Qashqai avec 4 litres 7 pour des coûts à l'usage entre 7 et 8 € au 100 km. Ensuite, on passe au-dessus des 5 litres au 100 km avec l'Austral et ses 5 litres 7 et le RAV4 avec 6 litres 2, le Tucson fermant la marche avec 7 litres au 100 km, explicable en partie par son gros moteur suralimenté, son poids élevé et une énergivore boîte auto à convertisseur. Après ce premier test en ville, place à la campagne où nous allons également distinguer les modèles les plus agréables et les plus sobres. Au programme, une boucle d'une cinquantaine de kilomètres sur départementale limitée à 80 km/h avec des traversées de village, mais aussi des axes rapides limités à 110 et même 130 km/h, la vocation de ces modèles étant également de voyager. Nous voici repartis pour notre deuxième boucle autoroutière et routière avec les 4 premiers véhicules classés par ordre alphabétique: Dacia Bigster, Ford Kuga, Honda ZR-V et Hyundai Tucson. Je vais appeler tout de suite mes camarades pour savoir ce qu'ils pensent de leurs véhicules respectifs, à commencer par Julien et la Dacia. Ouais, Alan? Mon cher Julien, qu'est-ce que tu penses de ta Dacia sur autoroute et sur route? Eh ben écoute, sur autoroute, j'ai quand même des phases en électrique. Hein, au moins jusqu'à 110 km/h, il est capable de rouler en électrique. Après, dès qu'il y a un faux plat ou dès qu'on met un peu de gaz, forcément, il y a le thermique qui se met en route. Et là, c'est toujours un moteur qui est bruyant, qui monte pas mal dans les tours, parce que comme on a une boîte de vitesse qui a seulement 4 rapports, ça monte pas mal dans les tours. La boîte est un peu lente aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez sonore sur autoroute. Après, sur route, on retrouve à peu près les mêmes défauts. Hein. Il y a toujours des passages en électrique, hein, mais toujours un moteur qui est sonore, une boîte qui est un peu lente, même au rétrogradage ou au passage des rapports. En fait, c'est vraiment le côté moteur bruyant et boîte de vitesse lente qui pénalise le Bigster, je trouve. D'accord. Ok, merci Julien. Je vais appeler tout de suite Olivier pour en savoir davantage sur le Ford Kuga. Ouais, Alan.
Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de ton Ford Kuga sur autoroute et sur route? Écoute, globalement, c'est pas mal. Alors, il y a un point fort, c'est la fluidité du passage entre l'électrique et le thermique. Hein. C'est vraiment imperceptible au niveau on va dire de la mécanique. Hein. Tu vois, il n'y a pas d'à-coup, par exemple. C'est vraiment transparent. Bon, au niveau sonore, c'est moins transparent. Il faut bien l'avouer, on entend quand même le moteur thermique quand il se met en route. On l'entend. Alors forcément sur autoroute, c'est le moteur thermique qui prend le dessus, hein, ça c'est pas une surprise avec un moteur hybride. Par contre, il faut bien reconnaître que sur départemental, la partie électrique est très présente. Quasiment, je peux dire, c'est la moitié du temps, l'électrique est présent dans la conduite, tu vois. Donc ça c'est quand même pas mal. Et donc forcément, on en reparlera plus tard, ça a un impact sur les consommations, notamment sur départemental. Mais au final, quand même, le bilan, il est tout à fait correct et plutôt probant. Merci beaucoup Olivier, je vais appeler Alexandre pour savoir un peu ce qu'il pense de sa voiture. Merci. De rien. Oui, allô? Mon cher Alexandre, on arrive au terme de cette boucle. Qu'est-ce que tu penses de ton Tucson sur autoroute et sur route? Eh ben écoute, ça m'a réconcilié avec l'hybride, enfin surtout avec le combo 4 cylindres sur alimentation. Ça marche très très bien, je suis jamais pris à dépourvu. On a une accélération qui est assez linéaire mais sans violence et surtout on a des bonnes reprises bien gérées par la boîte automatique. Donc c'est assez agréable sur voie rapide. Après sur réseau secondaire comme la nationale aussi, on a un niveau sonore qui est bien maîtrisé et dans l'ensemble c'est assez agréable. D'accord, pas d'à-coup. Pas d'à-coup, pas d'à-coup. Voilà, exactement. Et même, je dirais, une belle souplesse. C'est ça aussi l'atout du 4 cylindres, je pense. C'est que on n'a pas une sonorité qui est hyper envahissante. Et puis surtout, on a une onctuosité. Et puis, on sent qu'on a un peu de réserve quand même. Derrière, je crois que c'est une des plus puissantes du plateau aujourd'hui. Le ZR-V, quant à lui, se fait tout aussi docile sur route qu'en ville. Les phases en tout électrique sont plus nombreuses encore sur départemental grâce aux longues et régulières phases de récupération d'énergie lors des décélérations, gage d'une belle sobriété. Et une fois en action, le 4 cylindres chargé d'alimenter le moteur électrique assure des accélérations à la hauteur des 184 chevaux affichés, et s'il n'entraîne pas les roues sur départemental, il peut simuler des passages de rapport en faisant varier ses régimes de rotation pour donner quelques sensations au conducteur, et cela en restant extrêmement fluide. Dommage que dans ces circonstances, le niveau sonore ne soit pas davantage contenu. Sur autoroute, le bloc thermique peut ponctuellement entraîner les roues tout en se montrant un peu sonore lors des dépassements, mais sans excès ni brutalité. Nous partons donc pour la deuxième boucle routière et autoroutière avec le deuxième groupe de voitures. En l'occurrence, le MG EHS, le Nissan Qashqai, le Renault Austral et le Toyota RAV4. J'appelle tout de suite mes camarades pour savoir ce qu'ils pensent de leur voiture, à commencer par Julien Berthaud avec le MG EHS. Allô? Mon cher Julien, qu'est-ce que tu penses de ton MG EHS sur autoroute et sur route? Alors écoute, globalement, moi je trouve quand même hyper confort à mener. On dirait presque une voiture électrique. En fait, sur autoroute, quand on n'a pas besoin de puissance, c'est très agréable. Le moteur thermique est très discret. Mais en fait, c'est vrai que dès qu'on met gaz, dès qu'on a besoin vraiment de relance, on a le moteur thermique qui vient aider. Et en fait, ça nous donne des accélérations qui sont pas constantes. Parce que d'un seul coup, on se retrouve avec, je sais pas, 20 ou 30 chevaux supplémentaires. Et hop, on a la voiture qui accélère un peu plus. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant en fait. Et en termes de niveau sonore? En niveau sonore, c'est vraiment bien. Le moteur thermique, hormis lors des grosses relances, mais quand on roule coulé, c'est presque imperceptible, hein, que ce soit en vibration ou en niveau sonore. Là-dessus, c'est vraiment hyper bien fait, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Julien. Je vais appeler de ce pas Olivier pour savoir ce que lui pense de son Toyota RAV4. Merci Julien. À plus Alan, ciao. Oui Alan. Mon cher Olivier, qu'est-ce que tu penses de ton Toyota RAV4 sur route et autoroute? Moyen, hein. Bof. Hein. Alors, on a toujours la même fluidité hein, qu'on évoquait tout à l'heure avec le Kuga. Je rappelle, c'est le même système groupe motopropulseur, donc ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Par contre, en termes d'isolation, je l'avais déjà noté en ville, c'est beaucoup moins bien que sur le Kuga. Résultat, on entend beaucoup plus le moteur le moteur thermique entrer en action. Donc ça, c'est un vrai défaut. C'est pénalisant quand même pour quand on est occupant de cette voiture-là. D'autant plus que, on l'a vu tout à l'heure sur autoroute, on a pu le constater, en termes d'isolation phonique, alors ça n'a rien à voir avec le moteur, mais quand même, ça contribue à l'agrément. En termes d'isolation phonique, il y a beaucoup de bruit d'air sur ce RAV4. On sait un petit peu qu'il a vieilli au niveau de la conception, tu vois. Et par contre, à l'inverse, il est plus confortable que le Kuga. Bon,
Mais globalement, je suis quand même moyennement emballé par ce RAV4 qui, on sent qu'il a vieilli. Et sur route, tu as quand même pas mal de phases en électrique, j'imagine? Alors sur autoroute, bien sûr non. Sur route également, effectivement, on a des phases en électrique. J'ai l'impression quand même qu'elles sont un peu moindres qu'avec le Kuga, où c'était vraiment tout à l'heure très marqué sur les phases électriques. Là, c'est moins flagrant et on entend plus souvent le moteur se mettre en route. Ok, bah écoute, merci Olivier. J'appelle tout de suite Alexandre pour savoir ce que lui pense de son Renault Austral. Merci. De rien. Oui. Comment ça va avec ton Renault Austral? Est-ce que c'est aussi agréable sur le réseau secondaire et autoroutier qu'en ville? Beaucoup moins, beaucoup moins. Alors, c'est pas la catastrophe, mais alors je vais déjà t'annoncer les bons côtés. Les bons côtés, c'est que le moteur électrique est présent sur des longues phases. Même sur voie rapide jusqu'à 120-130, quand la batterie est chargée, le moteur électrique, eh bien, c'est lui qui entraîne majoritairement les roues. Et du coup, on a des belles accélérations, c'est assez souple et agréable. Après, quand le 3 cylindres rentre en jeu, c'est sonore et surtout quand on a besoin de couple pour un dépassement ou alors une entrée d'insertion, là on voit que la gestion multimode, elle est au bout de sa vie, elle cherche et des fois c'est même, non mais sincèrement, ça peut même être parfois un peu pénalisant. Moi j'ai eu l'expérience tout à l'heure pour doubler un poids lourd, j'ai mis gaz, la boîte cherchait son rapport, le rapport idéal. Il y a un temps de latence qui peut parfois s'avérer vraiment gênant quoi. Voilà, donc en gros, si tu veux, la mécanique est ok, mais la transmission, même s'il y a quand même eu des optimisations faites dessus, sincèrement, ça porte toujours pas ses fruits, en tout cas à mon sens. D'accord. Et sur le réseau départemental, tu as quand même pas mal de roulage en tout électrique? Ouais, majoritairement. Et on voit que là, du coup, c'est là qu'on récupère plus d'énergie. Donc du coup, la batterie, on entend que le moteur thermique charge moins comparé en ville comparativement. Du coup, on a beaucoup plus d'utilisation en phase électrique et ça se ressent aussi sur les consommations. Moi, ce que je mettrais vraiment en lumière, c'est la sonorité un peu désagréable du 3 cylindres. Mais dans l'ensemble, sur voie secondaire, c'est moins pire parce qu'on sollicite un peu moins aussi la transmission, sauf dans les grosses accélérations, quoi. De son côté, le Qashqai fait une nouvelle fois preuve d'une douceur exemplaire. D'une part, les épisodes moteur thermique coupés sont longs et nombreux, et ensuite le 3 cylindres entre en action de manière imperceptible ou presque, surtout à allure cool. Là encore, on croirait avoir affaire à un véhicule électrique. Et le bilan est tout aussi positif sur les grands axes où le bloc thermique sait se faire oublier, y compris à pleine charge et pour cause. Grâce à son turbo, il a rarement besoin de pédaler vite et de brailler pour relancer efficacement. La prise de vitesse se fait alors à mi-régime constant dans une ambiance zen. Notre deuxième boucle terminée, il convient de faire un point sur les coûts en carburant. Là encore, c'est le Kuga qui l'emporte malgré des consommations d'éthanol E85 élevées, oscillant entre 5,4 litres au 100 km sur route et 7,9 litres au 100 km sur autoroute, la dépense moyenne au 100 km s'établissant à 5 €. Du côté des sans-plombs, comptez plutôt entre 7 et 11 € au 100 km. Le Bigster l'emporte à nouveau avec une sobriété exemplaire en toutes circonstances. Suivent le Qashqai, très sobre également sur tous les terrains. Le MG, frugal sur route mais un peu moins sur les grands axes. L'Austral qui à l'inverse se distingue sur autoroute avec 6 litres 1 au 100 km. Et le RAV4 dans la moyenne partout. Fermons la marche, le ZR-V et le Tucson sont aussi sobres ou presque que leurs rivaux sur départemental avec respectivement 4 litres 3 et 4 litres 7 au 100 km, mais pâtissent d'un appétit plus solide à 130 km/h, le japonais atteignant alors 7 litres au 100 km et le coréen 7 litres 5 au 100 km. Reste à établir un classement avec toutes nos impressions et données. Malgré une certaine fluidité en ville et sur route, l'Austral ferme la marche à cause notamment de sa boîte auto lente et hésitante sur les grands axes et son manque de sobriété en ville. Juste derrière, le RAV4 fait preuve d'une douceur générale exemplaire en toutes circonstances, mais manque toujours de discrétion sur les grands axes et de sobriété en agglomération. Le japonais est suivi de près par le Hyundai Tucson, performant et agréable partout mais peu économe en carburant, surtout en milieu urbain. En milieu de peloton, le Bigster se montre à la fois moins performant et plus bruyant que ses rivaux mais limite les dépenses, non seulement grâce à son tarif mais également grâce à sa sobriété exemplaire sur tous les terrains. Au pied du podium, le MG EHS ne brille pas particulièrement à la pompe mais offre une belle douceur à l'usage et à l'occasion de belles relances. Troisième de ce comparatif, le Honda ZR-V manque un peu de sobriété et de discrétion sur autoroute mais il se rattrape partout ailleurs, d'autant qu'il se montre exemplaire de douceur et de fluidité en toute situation. La douceur, c'est également le credo du Qashqai qui par ailleurs se distingue par une discrétion remarquable et une relative sobriété à la pompe.
Reste qu'en termes de budget d'utilisation, le Ford Kuga met tout le monde d'accord grâce à son fonctionnement à l'éthanol qui, ajouté à la fluidité globale de sa mécanique, lui offre l'accès à la plus haute marge du podium en dépit d'un niveau sonore aussi élevé qu'à bord du Toyota sur autoroute.